je voulais maintenant passer la parole à Paris Habitat, parce que parmi l'écosystème dont tu parles, là, parce que personne n'a la solution tout seul, personne ne peut y arriver tout seul, il y a les bailleurs sociaux. Alors, les bailleurs sociaux, c'est quand même euh, un acteur décisif des grandes métropoles en particulier, mais il y a d'autres bailleurs sociaux dans d'autres. Par exemple, on est très inspiré par le boulot qu'a fait le président du réseau Cocane, par exemple, dans le bassin minier, avec les corons, les bailleurs des corons, etc., où là, il y a des surfaces plus importantes, parce que les corons, et à chaque fois, il y a des surfaces voilà, qui peuvent être utilisées, notamment pour des fruits, mais il y a eu aussi l'introduction de poules. Voilà, ça s'appelle, c'était Roule ma poule, je crois, ou c'était, non, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin, c'est toujours très imagé. Et voilà, les bailleurs sociaux, en tout cas, sont en train de se questionner de plus en plus. On a eu des grands-messes en rue vachement intéressantes, où on voyait que les bailleurs sociaux sont quand même de plus en plus positionnés, tout en étant parfois un peu en porte-à-faux sur le fait que leur métier, c'est pas ça. Leur métier, c'est de tenir un parc et d'assurer avec un conseil d'administration, c'est des établissements publics, mais qui ont une rentabilité, qui ont, etc. Et donc on voit que c'est pas toujours facile de trouver le... Donc vous allez nous dire ce que vous faites. Il y a 125 000 logements gérés par Paris Habitat, qui ont fait le premier bailleur social parisien. Un Parisien sur 9 est logé par Paris Habitat. Wow. Ça fait 40% du parc en QPV. 27 communes en Ile-de-France, donc c'est pas que Paris, 75 et 94, donc vous êtes concernés. Et vous avez 108 hectares d'espace vert, c'est là où ça nous intéresse. Les toits ne nous intéressent pas. En tout cas, ça fait 800 jardins, 13 000 arbres, c'est impressionnant. Et c'est entretenu par une régie interne de 45 jardiniers. Il y a 12 sites d'agriculture urbaine, donc évidemment en lien avec la mairie de Paris, bien sûr. On cite Pariculteur, qui est un dispositif qui a presque 10 ans maintenant, plus de 10 ans. 10 ans cette année, voilà. Vous nous en reparlerez. 2 sites en pleine terre, 2 en parking. À 8 en toiture quand même. Ah oui, effectivement, vous faites aussi la toiture. Ah oui, zut. Je m'excuse. 70 jardins partagés de 100 à 1500 mètres carrés en gestion par des habitants à 70%. Donc ça fait qu'il y a des assos qui interviennent en externe pour 30%, voilà pour les grands chiffres. Et vous mettez sur la table, parce que c'est pas négligeable, 100 000 euros par an pour accompagner des projets chaque année. Voilà, donc alors, vous avez vu ce documentaire, j'ai envie de vous dire quelle réaction vous avez par rapport à cette question de comment les personnes vont s'auto-saisir d'un projet de jardin partagé. Est-ce que vous retrouvez ça, vous, dans vos missions et votre projet ? Eh bien, bonsoir à tous et merci pour votre invitation. Bravo pour le documentaire qui effectivement met l'accent sur des succès qu'on peut rencontrer dans notre activité auprès des habitants. Nous, on a vraiment vocation à essayer d'être un accompagnateur, en fait, ou des fois un accélérateur, et puis et le véritable succès se trouve quand finalement on se retire petit à petit d'un projet parce qu'il est pris en main par les habitants, bien sûr, les acteurs associatifs. Voilà, beaucoup de choses très intéressantes ont été dites par Nina. Il y a effectivement ce côté de pouvoir s'appuyer sur des ressources locales. Voilà, chez Paris Habitat, donc on est un bailleur public social, à vocation sociale. On héberge, on a des populations qui sont surreprésentées chez nous, les personnes âgées, les familles monoparentales, les personnes qui ont des bas revenus. Donc la question effectivement, de la confiance, la question d'oser aller à la réunion de pied d'immeuble, quand on n'est pas habitué à ça, quand on ne pratique pas forcément très bien la langue française, quand on a des montagnes d'autres soucis à gérer au quotidien. Donc on a une politique avec du personnel sur le terrain pour aller, voilà, avec... c'est vrai qu'on évoque le chiffre de 100 000 euros, ça peut paraître beaucoup, mais en fait chaque projet, enfin, c'est des fois quelques centaines d'euros qui permettent de déclencher quelque chose. Donc on a effectivement 100 hectares d'espace vert, ça fait beaucoup. Alors tout ça est très disséminé. Notre action aujourd'hui, elle est d'une manière générale de répondre aux défis, on va dire, de la ville durable, hein, donc plutôt d'augmenter les surfaces perméables plutôt que l'inverse,
de continuer un grand programme de plantation d'arbres. Et quand on vous dit 13 000, c'est pas, on les compte un par un. Donc, tous nos arbres sont comptés, donc voilà, 13 000, c'est le bon chiffre. Et puis à travers les jardins partagés, ça fait longtemps qu'ils existent hein, sur le patrimoine de Paris Habitat. Ils sont plus ou moins actifs, dynamiques. C'est vrai que la plupart du temps, il y a quelqu'un qui porte un peu l'ensemble du projet sur ses épaules. Voilà, on a des Jean-Michel. Alors l'avantage, c'est qu'on a assez peu de turnover, de rotation chez nos locataires. Donc finalement, les gens vivent... Voilà, tout à fait. Donc les gens vivent assez longtemps dans leur logement. Donc ça, c'est une chance parce que quand il y a un porteur de projet, il y a peu de chances qu'il déménage au bout de 2 ans. Néanmoins, ça souligne aussi la fragilité des dispositifs. D'où des dépenses parfois pour trouver des structures qui accompagnent les jardiniers. Et d'ailleurs, c'est des fois un crève-cœur parce que nous, on est plutôt là pour accompagner des lancements, des démarrages. Et quand au bout d'un an, il faut dire, non, la structure qui vous accompagnait, on ne la finance pas l'année prochaine. Là, il y a un peu la peur du vide aussi, parfois. Et donc, sur ces jardins partagés, on souhaite de plus en plus les orienter vers un aspect de comestibilité, hein, de pas simplement, et même si c'est énorme de faire pousser ces fleurs, de faire pousser juste du romarin et du persil. Et donc on essaye là dans deux jardins d'accompagner les gens vers des aspects plus de permaculture. On a une expérience dans le Val-de-Marne qui est en train de démarrer très fort. Et là aussi, parce que 2-3 habitants vraiment s'emparent du sujet et sont des moteurs, mais on est parti avec une petite parcelle de 100 mètres carrés, et puis 6 mois plus tard, il faut la doubler, la surface, et puis il faut aller ailleurs dans cette grande résidence parce que les habitants ont leur parcours, ne sont pas forcément au courant que le jardin existe. Donc il y a cette volonté de les accompagner là. On est en train aussi de travailler avec 2 autres gros bailleurs parisiens qui sont la RIVP, Régie Immobilière de la Ville de Paris, et Illogistiamp, pour essayer de créer un réseau des jardins partagés du parc social. L'idée là aussi, c'est tout simplement de donner les bases à ces gens qui sont volontaires, qui sont dynamiques, pour se retrouver plus facilement, éventuellement aller suivre une formation, aller assister à une conférence, échanger. On n'en est pas aujourd'hui effectivement à compter les kilos de courgettes produits, mais plutôt à essayer de sentir que les liens sociaux se renforcent, que certaines personnes sortent de leur isolement. Et cette réussite, elle est plus difficile à quantifier, effectivement, que compter des kilos de pommes de terre. Mais voilà, nos orientations sont vraiment celles-là, d'essayer de donner l'occasion au maximum de personnes de sortir un peu de son quotidien et d'aller échanger avec ses voisins qui sont parfois des inconnus. Merci pour ça. Alors moi je m'interroge parce qu'on est dans une société qui appelle une quantification permanente avec des enjeux de modèle économique, etc. Donc tout ce que vous nous dites, on est sur de la citoyenneté, des aspects très qualitatifs du convivialisme, etc., que Vincent citait tout à l'heure. Vous devez des comptes à qui et on vous demande quoi, en fait? Peut-être à la ville. À la ville de Paris, notamment. Tout à fait. Et puis on doit des comptes à nos locataires aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, un jardin qui est entretenu, que ce soit par notre régie de jardiniers, la moitié des jardins sont entretenus par nos jardiniers, l'autre moitié par des entreprises qui ont des marchés. Cet entretien fait partie des charges collectives qui sont appelées chaque mois dans la quittance de loyer. Demain, sur un espace vert de 1000 m², vous transformez 500 m² en jardin partagé, on va retirer 500 m² de charge. Donc voilà, ça a des conséquences aussi concrètes sur la quittance de loyer. Et après, comme vous le disiez en introduction, Julien, notre premier métier est de construire, de loger. On n'ira jamais forcer un projet si effectivement les habitants nous disent mais non, l'espace vert en bas de chez nous, on l'apprécie pour d'autres usages. Nous n'avons pas envie
d'aller faire de la culture. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une envie, qu'il y ait une volonté. Et après, c'est toute la question de la démocratie et de jusqu'où je vais faire voter les gens pour ce projet, ou si je considère qu'on a 15 habitants dans une résidence de 100 logements qui sont moteurs, bah pourquoi pas y aller quand même. Alors nous voilà dans l'enjeu politique de notre affaire, puisque on va y finir. Mais c'est vrai que dans le documentaire, on voit bien que personne n'a induit. Alors, il y a tout un écosystème qui a induit l'apparition de ce jardin, la Terre de Lorraine, etc. Mais c'est vraiment, il y a toute une émancipation de ces personnes par un travail de critique théâtrale de leur position, etc. Donc, on voit qu'il y a tout un chemin émancipatoire qui amène au besoin de on va faire ça ensemble. On a des contre-exemples qui sont quand même questionnants, notamment, je pense, dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, des critiques inverses qui disent vous voulez nous faire des jardins partagés, déjà on a 3 boulots, on vit dans des quartiers pourris, et en plus il faudrait qu'on aille bosser pour faire produire nos légumes, etc. Donc il y a eu des analyses un peu contradictoires de ce phénomène-là, mais je laisse la question en débat. On voit bien qu'on est quand même à chaque fois sur le fil entre comment ça génère une envie, comment on accompagne cette envie, et quel est le sens pour ATD Quart-Monde de ce jardin. Ils nous l'ont redit, c'est pas de produire des légumes, c'est de créer cette convivialité, cette relation organique, ce lien social organique entre les gens. Voilà, peu importe si le jardin fonctionne ou pas.